connais pas tes chiffres, soit t'es nul, soit tu mens. Simple, hein, mais ça marche vraiment comme ça. J'imagine que tu as pu identifier les plus grandes erreurs que font les boîtes dans la partie sales. J'ai recruté des commerciaux à leur motivation. Des jeunes de 20, 22, 25 ans en me disant ouais, c'est incroyable. Quand tu recrutes un commercial que sur sa motivation, c'est comme si tu sortais avec une personne uniquement juste pour son physique. Au début, ça fait vibrer, c'est exceptionnel. Très vite, au bout de quelques mois, tu te rends compte que ça ira pas beaucoup plus loin. Est-ce que tu as identifié un point commun sur tous les dirigeants qui réussissent? L'humilité de savoir que ton plafond de verre est atteint, ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut dire que t'as ta plafond de verre là et puis tu le remonteras plus tard. Et pour l'instant, t'as besoin pour scaler que quelqu'un t'aide à le monter en fait. Immobilier 100% passif, ça va pas ensemble, tu vois. Pourquoi ? Parce que l'immobilier c'est physique, tu peux pas partir avec ton immobilier. T'as les lois qui changent, l'imposition, des tâches administratives à régler, des locataires à gérer, c'est pas passif. Faut prendre la vente comme un jeu. Tu perds beaucoup plus que tu gagnes en vente. Tu vas envoyer 100 mails, si t'as une réponse, un exploit. C'est caricatural, mais c'est vraiment comme ça. Bah, le mindset, c'est juste viens, on s'amuse. Bonjour à tous, donc là vous êtes en compagnie de Florian. Salut Yass. Ça me fait très plaisir de t'inviter à mon podcast. Je pense que ça va être full valeur. Restez bien jusqu'à la fin. Il a des pépites à nous raconter dans le monde des startups, dans le monde du sales et des commerciaux. Donc je te laisse te présenter rapidement. Bah déjà, merci de m'accueillir, Yass. C'est adorable de ta part. Bah alors, pour me présenter un petit peu, même si forcément j'ai un background un peu, sur plusieurs sujets. Globalement, j'ai commencé ma vie comme un vrai sales, téléphone pour SFR, porte à porte. Puis après, je me suis mis dans le SaaS et bon, j'ai eu des grosses valeurs commerciales jusqu'à vendre des projets à plusieurs millions d'euros. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai créé un écosystème avec mes associés. Pendant, du coup, maintenant, ça fait 10 ans dans le SaaS, la crypto et l'IA. Donc maintenant, ça remonte un petit peu. Et du coup, toujours en ayant la gestion des hyper-croissances, des scalabilités de boîte et passer de 0 à 50 salariés plusieurs fois. Et du coup, maintenant, j'arrive au stade de ma vie, tout simplement, où il est temps pour moi également de transmettre ces aspects-là. Du coup, maintenant, à côté de toutes ces réussites entrepreneuriales, j'accompagne également les gens, les structures à gérer soit leur hyper-croissance, soit leur scalabilité, notamment dans les domaines de startup, scale-up, tech, Web3, tous ces aspects-là, tout simplement, voilà. Ouais, et puis ce qui est fou, c'est que je savais pas, la dernière fois, j'avais vu une de tes présentations, mais tu as des boîtes qui sont valorisées à plusieurs millions en plus. Là. Ah ouais. oui, alors... oui, moins 100 millions, je crois. Oui, cumulé, on a plus de 100 millions. Ouais. Bah, bravo. Donc, ça, c'est chouette. Ouais, alors, je suis pas tout seul, hein, et merci à mes associés. Également, il y a toutes les équipes qui ont contribué, mais oui, les valorisations maintenant sont très hautes, ce qui me permet également d'avoir la capacité de faire autre chose aujourd'hui, d'avoir toute cette transmission, parce que je crois qu'on va en parler pendant, mais on parlait juste avant des aspects track record, à quel point c'est important d'avoir des gens qui ont fait pour transmettre et pas uniquement de la poudre aux yeux, tout simplement. Eh bah, bravo. Bon, Yass, je te laisse l'honneur du coup. Ouais. On va commencer alors. Et je pense qu'après, il va bien me cuisiner en immobilier, je pense. Au début, on va commencer les softs. Tu vas aller vers moi, mais j'ai quelques questions à te poser qui pourront intéresser tout le monde. Et moi, j'en ai quelques-unes assez particulières. Tu verras. Enfin, fais-moi confiance. Je pense aussi, il va falloir que je le prépare. Bon, alors du coup, toi, c'est quoi, du coup, tes plus gros challenges que tu as eu ces dernières années là, si tu veux en citer qu'un? Alors, en fait, nous, on a fait partie avec de la chance, la malchance, en fait, un peu de tout. Mais en fait, on a dû gérer en fait des hyper-croissances. Et alors, ça fait rêver tout le monde quand on parle d'hyper-croissance. On a l'impression qu'il y a du cash à gogo, que ça va dans tous les sens. On était dans la crypto et dans l'IA un peu avant beaucoup de personnes aujourd'hui. Tout a pété au bon moment pour nous. Et en fait, on se dit, OK, c'est une hyper-croissance, c'est facile à faire. En fait, une hyper-croissance, ça se gère parce qu'en fait, tu as plus de clients, tu as plus d'argent, mais tu as beaucoup plus de choses à faire. Tu dois aller beaucoup plus vite. Et en fait, quand tu vas très vite, tu fais beaucoup d'erreurs. En réalité, il y a une partie de mon apprentissage qui est, je pense, par expérience. Et une partie de mon apprentissage le plus élevé, je pense, par les échecs également, des échecs internes. Alors, j'ai une chance, c'est que pour l'instant, on n'a jamais eu d'échecs autour de nous. Et ça, c'est génial, de vrais échecs. Mais par contre, on a fait beaucoup d'erreurs qui nous permettent d'avancer, de trouver de nouvelles solutions aujourd'hui. Et du coup, mon plus gros challenge a été, moi, en fait, à titre personnel, d'avoir la capacité à scaler ces boîtes sur les aspects commerciaux, mais que ce soit de l'acquisition au closing à la fidélisation client, que ce soit la formation des commerciaux ou au process, pour justement permettre de soutenir ces hyper-croissances. Ok, voilà. Donc si je comprends bien, pour un peu vulgariser tout ça, tu avais des équipes de commerciaux et en fait, ils devaient justement vendre les produits et toi, tu étais là un peu comme un head of sale, un manager des commerciaux pour justement relire les calls avec eux, voir ce qui va pas, c'est ça? Alors en fait, il y a plusieurs étapes, plusieurs steps. Le step numéro 1, c'est alors du coup, moi, en tant que directeur des opérations, qui était mon vrai rôle, mais avec une casquette très générale business development, en fait,
première chose à faire, c'est structurer la boîte pour qu'elle ait la capacité de scale à chacun des niveaux. De l'acquisition, donc du lead generation, on va se le mettre comme ça, au traitement des clients, au closing, jusqu'à la fidélisation, à l'upsell. Notamment dans le SaaS, qui a été une de mes plus grandes values. En fait, on sait que c'est des ventes très longues, très lourdes, mais en fait, quand ça vend, ça vend très cher. Et du coup, l'accompagnement est assez régulier, assez fort à faire sur ces aspects-là. Donc, en fait, mes plus gros challenges a été de passer d'une startup et d'une from scratch à zéro de CA, à 3-4 bonhommes à chaque fois, à OK, comment on passe à 50 salariés, comment on passe à plusieurs commerciaux, plus d'une dizaine de commerciaux, comment on les gère d'une façon différente, que ce soit les égos, que ce soit les structures, que ce soit les process, parce qu'en fait, tout dépend de 3 éléments, les personnes, les process et l'exécution. Le reste, c'est de la littérature, mais si tu as des très bons commerciaux qui suivent de très bons process, pas des process chiants, mais des très bons process, et qui les exécutent bien, tout va dans la bonne ligne. Mais il faut réussir à tout mettre en place, parce qu'une boîte de 3, 4, 5 personnes n'est pas une boîte de 10, 15, 20, n'est pas une boîte de 30, 40, 50, et n'est surtout pas une boîte de 70, 100, 200. D'ailleurs, une boîte de 200, moi, je ne l'ai jamais eu, je ne sais même pas comment c'est géré. Donc, en réalité, jusqu'à 50 salariés, j'ai su faire et gérer les hypercroissances avec mes associés. Au-dessus, ça n'a jamais été mon job et je ne saurais pas le faire parce que c'est un autre métier. C'est d'autres types de dirigeants. Mais Voilà. du coup, je pense que là, le plus challengeant dans ce genre de cas, c'est de recruter les bons sales. Du coup, ça devait être pas facile de recruter les bons. Tu as dû, j'imagine, te planter sur certains profils, Ouais. en virer quelques-uns, en reprendre d'autres et puis fidéliser les bons qui doivent rester. Ouais, Comment tu as pu gérer ça? Bon, en fait, je vais te donner 3 anecdotes et c'est en même temps un conseil pour ceux qui nous écoutent. L'erreur numéro 1 que j'ai fait de recrutement, vraiment, c'est de croire que le CV d'un sales, c'était incroyable et que le CV allait fonctionner de la même manière chez nous. Je vous donne l'étape, c'est le stéréotype de vous prenez des commerciaux qui viennent de très grosses boîtes et vous pensez qu'ils vont être adaptés à votre startup. Mais en fait, quand vous travaillez dans des très grosses boîtes, tout est déjà processisé, tout est déjà bien mis en place, tout est huilé, les mécanismes de vente sont déjà là et il n'y a pas de market fit à trouver. Honnêtement, être un sales de chez Salesforce, Oracle ou Microsoft, qu'importe, et pas réussir à vendre, déjà, c'est un sujet. Mais au-delà de ça, si vous pensez que ces gens-là qui ont suivi des process comme ça, qui vont arriver dans votre petite boîte, même de 20, 30 personnes, qu'importe, et vous faire l'explosion du siècle, et en fait, je vous donne l'anecdote, je l'ai essayé 2 fois, j'ai fait un échec, mais inouï. Mais du coup, tu rends malheureux le commercial, tu te rends malheureux parce qu'en fait, tu as fait un échec, et en fait, ça performe pas, ça ne performe absolument jamais. Donc ça, c'est le plus dur. Le recrutement, en effet, fait partie des éléments les plus durs. Il y a 2 anecdotes. Donc celle-là, c'est la première. La deuxième, c'est j'ai recruté des commerciaux à leur motivation. Des jeunes de 20, 22, 25 ans en me disant ouais, c'est incroyable. Et là, je fais une dédicace à un de mes amis qui s'appelle Merouet qui m'avait sorti cette phrase que je trouve incroyable, qui est que quand tu recrutes un commercial que sur sa motivation, c'est comme si tu sortais avec une belle fille, pour les femmes avec un beau mec, ou enfin un mec, on s'en fout, mais voilà, que tu sors avec une personne uniquement juste pour son physique. Au début, ça fait vibrer, c'est exceptionnel. Mais en fait, très vite, au bout de quelques mois, tu te rends compte qu'en fait, ça ira pas beaucoup plus loin. Et c'est pareil. Les 2 erreurs que j'ai faites, c'est recruter sur le CV et recruter uniquement sur la motivation. Ça, c'est les choses négatives. Et les choses positives, c'est quand j'ai accepté de me dire qu'il fallait prendre des commerciaux sur leur mindset, donc sur l'envie, leur rapport à la culture, sur leur volonté à vraiment casser les murs, à vraiment tout péter de tous les côtés, et 3, sur leurs skills. Oui, un commercial doit être skillé. Il doit avoir des skills. Ce n'est pas juste une grande gueule, un vendeur de tapis, un mec qui met le pied à la porte et qui t'ouvre avec des techniques de closing un peu bizarres. Surtout dans les grands groupes, surtout dans le SaaS, tu peux pas fonctionner comme ça, ça marche pas en fait. Les gens en face à qui tu parles, ils ont un niveau d'intellect assez intéressant pour justement... souvent, c'est pas une seule personne qui décide et souvent, ils sont intelligents. Donc, ils se laissent pas avoir comme ça. Ouais, donc ça a été mes challenges de recrutement assez compliqués, des erreurs que je ne ferai plus et que j'apprends aux gens à pas faire du coup. Ouais, mais ouais, je les ai bien tapés, ouais. Ok, ouais, du coup, donc pas que motivation et pas que skills CV, mais vraiment c'est un ensemble sur la vision. En fait. Je pense que c'est une vision globale. Ouais. Une obligatoire. Ouais. Surtout que c'est des profils qui coûtent cher et qui peuvent coûter cher à la boîte du coup. Ouais. Ils prennent des pourcentages, c'est ça, j'imagine? Toujours pareil, en fait, ils ont un fixe et un pourcentage. Alors, il y a aussi il y a des techniques, ça dépend les types de commerciaux parce qu'il y a des commerciaux bien différents partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que tout le monde connaît un petit peu dans l'infopreneuriat qui est les closers, qui marchent pas pareil, qui marchent beaucoup à la commission. Mais autant vous dire que quand vous demandez à un commercial de faire une vente qui prend entre 6 et 9 mois, qu'elle va valoir peut-être des centaines de cas euros,
Tu peux pas le payer pendant 9 mois, ça marche pas comme ça. Donc c'est fixe, plus commission, plus bonus. C'est beaucoup d'ego. Donc tu joues beaucoup avec les pourcentages, tu joues beaucoup avec les bonus, tu joues beaucoup avec des éléments comme ça. C'est essentiel pour garder la motivation en interne. Ouais. Ok, très bien. Et en fait, moi, tu vois, je peux prendre le cas, par exemple, d'un infopreneur qui se lance et qui a une offre à ticket. Et au début, il n'a pas forcément la capacité de prendre des sales ou des closers, etc. Donc il va vendre lui-même. Sauf que lui, il est bon dans sa partie, dans son métier, et il n'est pas forcément bon en closing. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne, à cet infopreneur ou un coach ou autre, pour justement bien vendre son accompagnement ou ses produits ou ses services? Alors, je vais essayer de... Alors, c'est pas pour pas répondre à ta question, mais je vais essayer de la retourner. En fait, déjà, il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Je vais reprocher ça, mais pas qu'aux infopreneurs, à tous les dirigeants. J'ai rencontré beaucoup de dirigeants qui croyaient à leurs produits plus qu'à leur propre âme, mais qui, en fait, n'ont toujours pas compris que la vente, ce n'est pas juste est-ce que tu aimes ton produit, est-ce que tu as un top produit, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, il y a des produits moyens qui se vendent très bien, des produits nuls qui arrivent à se vendre et des produits exceptionnels qui se vendent jamais. Le mieux, c'est d'avoir un produit qui se vend très bien avec des gens qui savent très bien le vendre. Du coup, si vous ne savez pas vendre, faites-vous vite accompagner, recrutez vite quelqu'un, faites-vous accompagner dans le recrutement. C'est des choses qui existent pour pas vous trouver avec une tanche, en fait, pour se le dire comme ça. Donc, n'ayez pas peur de déléguer cet aspect-là. Ensuite, si vous voulez closer des accompagnements, évidemment, il faut que votre produit soit valuable. C'est le premier point, parce que c'est ce que vous allez vendre. Mais ensuite, vous devez vous former à vendre sur des aspects de trade closing qui sont très importants. Et c'est une des démarches commerciales. C'est comment, en tant que closer, je le deviens. Après, est-ce qu'en tant qu'infopreneur, votre but, je vous prends l'infopreneur classique, par exemple les gens en immobilier. Est-ce que ton job, c'est ton expertise immobilière, que tu as par exemple très fort, ou est-ce que ton job, c'est d'aller essayer de taper tous les mecs qui veulent absolument faire de l'ultra-marketing pour te choper des ads et puis closer les mecs sur ta... en fait, c'est pas le même métier, tu peux savoir faire les deux ou vouloir faire les deux. La réalité, c'est concentre-toi sur où tu es fort et abandonne où tu es faible. Et je le fais pour moi-même, par exemple. J'ai des traits de caractère par exemple, je suis pas un mec très produit. C'est-à-dire que pourtant, à la base, du coup, j'ai toujours baigné dans la tech. Mais le produit, pour moi, c'est pas ma responsabilité unique de faire des features, des feedbacks. C'est pas mon rôle. Du coup, je sais pas faire. Je me suis toujours entouré d'associés très tech et bien meilleurs que moi. Et c'est comme ça que tu fonctionnes en fait et que tu avances. Sinon, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire de l'ingénierie? Il n'est même pas encore sorti le produit, je vais déjà l'achever. Donc, on va pas faire ça. Ouais, c'est sûr, tu peux pas être bon partout. Il faut l'accepter. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'appelle le saut de personnel. Il y a des endroits où tu es très bon et des endroits où tu es très mauvais, quoi. Ok, d'accord. Et très intéressant. Et du coup, j'imagine que tu as pu identifier les plus grandes erreurs que font les boîtes dans la partie sales. Par exemple, si tu veux en citer 3, par exemple. Alors, tu as commencé avec une qui est le recrutement. Mais en fait, j'étais recrutement, management, mindset. Si je prends vraiment l'aspect sales pur, recrutement, les boîtes ne savent pas recruter. Et vraiment, c'est indéniable. C'est indéniable de savoir ça parce qu'en fait, ils ne savent pas recruter. En fait, je leur reproche rien. Mais parce qu'en fait, ils essaient aussi de recruter des profils des fois qu'ils ne connaissent pas. Et les commerciaux, même les plus mauvais, savent se vendre en entretien. Mais en réalité, je vois comment je fais les entretiens maintenant, comment je les faisais il y a 10 ans. Parce que j'ai eu la chance de me faire coacher aussi sur des mécanismes d'entretien de commerciaux. Il n'y a plus beaucoup de commerciaux qui sont capables de me mentir maintenant. Et en fait, du coup, un commercial, par exemple, qui ne connaît pas ses chiffres, je te le donne. En 1000, il n'y a que 2 choix. Soit il est nul, soit il ment. Et il n'y a pas d'autre choix. Tu ne connais pas tes chiffres, soit tu es nul, soit tu mens. Simple, hein, mais ça marche vraiment comme ça. Et du coup, ça, c'est le recrutement. Deuxième chose, c'est le management. Le stéréotype des mecs qui pensent que parce que le sales, il est très bon en ouverture de porte, que ça va être un super mec qui va accompagner bien les clients. Souvent, les chasseurs, les mecs qu'on appelle hunters, qui poussent, dès qu'ils ont claqué le deal et qu'ils l'ont eu, honnêtement, tu les soumets dans une position où ils abandonnent le client. Mais c'est peut-être pas leur rôle, c'est des rôles de Customer Success Manager, d'Account Manager. S'il y a des titres aussi différents selon les types de boîtes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, même dans le métier de sales, qui est ultra complexe, en fait, quand tu rentres dans les sous-jacents, celui qui est capable d'ouvrir les portes n'est pas la même personne qui est capable d'accompagner le client, de le signer, de délivrer, de le fidéliser. C'est beaucoup d'étapes supérieures, différentes, pardon. Et du coup, tu te mets dans des positions qui sont un peu particulières où, en termes de management, tu places très mal les mecs. Où tu essaies de les motiver avec des bouts de pain, mais qui ne marchent pas bien. Quelqu'un qui est malheureux parce qu'il n'accompagne pas les clients, tu as beau lui mettre 10% de commun en plus, en réalité... Si tu continues à le mettre en closing, il ne closera quand même pas mieux s'il ne sait pas closer. Par contre, il peut t'ouvrir toutes les portes. Et la troisième point, c'est le mindset.
Faut prendre la vente comme un jeu. Alors, c'est un jeu où tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Ça c'est dur à entendre pour les gens, mais c'est vraiment ça. C'est tu perds beaucoup plus que tu gagnes en vente. Tu vas envoyer 100 mails, si tu as une réponse à un exploit, c'est caricatural, mais c'est vraiment comme ça. Et en fait, le mindset, c'est juste, viens, on s'amuse. Viens, on s'amuse avec beaucoup d'ambition, beaucoup de regain, parce on doit faire vivre des boîtes, on doit faire vivre des gens. Mais si vos commerciaux ne s'amusent pas dans leur propre métier, il n'y a pas un seul monde où ils vont perdurer sur le temps. Et on le voit beaucoup dans les anciennes, j'appelle ça les très très grosses scales, mais en fait, les anciennes licornes ou qu'importe, c'est des commerciaux qui ont été payés très cher, avec des fixes incroyables parce qu'il y avait des fois un gogo. Ils ont été mis avec une publicité autour d'eux incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la boîte à lever, c'est connu, Doctolib, Blablacar, facile. Et en fait, du coup, ils ont l'impression d'être des super vendeurs. Et après, c'est welcome to the reality quand ils changent de boîte. Et là, en fait, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et parce qu'en fait, le mindset, il n'est pas là. Le mindset, il a été faussé. Tu es un jeune commercial, tu arrives chez Doctolib, tout marche. Bon, quand tu vas aller quelque part d'autre, tu vas te dire ça va marcher quoi qu'il arrive. Et puis tu vas dans un endroit où il n'y a pas de lead gen. Il n'y a personne qui fait de lead gen où ça le fait mal. Et tu as 2 leads par semaine. Tu vois, et tu es là, tu te dis mais comment je vais faire ? Et voilà, donc les 3 plus grosses erreurs, c'est le recrutement, le mindset et le management. Mais à toutes les boîtes. Et c'est celle qu'on a faite également. Faut assumer cet aspect-là. On les a faites également. Toi, du coup, tu parles plus sur la partie société, start-up, etc. Ouais. Mais moi aussi, je vois un peu ce qui se passe un peu dans le monde formateur en ligne, etc. Et je vois pas mal de sociétés de closing qui se lancent, qui perdurent déjà depuis plusieurs années. Et souvent, les profils qu'ils prennent, c'est des gens qui veulent être un peu libres financièrement, pouvoir travailler de chez eux. Donc, ils n'ont pas forcément un background ou une formation en closing. Et du coup, ils prennent leur formation, ils se forment au closing et ensuite, ils vont directement closer pour des accompagnements, etc. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de profil, de ce genre de société de closing, justement, sur le marché ? Alors, 2 choix. Alors déjà, je vais dissocier la société qu'ils aient créée et le type de personnes qu'ils recrutent. Parce que moi, en fait, je considère que si ça fonctionne, s'ils le font bien, à partir de là, c'est valuable et il n'y a même pas de sujet. Je pense que ça sert. Enfin, il y a beaucoup d'infopreneurs qui ont des closers qui marchent très bien. Donc, c'est qu'il y a des closers très forts, très bien formés par des gens qui montent des boîtes de closing comme ça. Et j'ai pas de débat sur ça. Le débat que je peux avoir, c'est toujours une question de promesse. Alors, et on le sait que ça fait partie du jeu. Mais quand tu prends 50 personnes en formation, t'en as combien qui, dès le départ, t'es conscient que ça ira pas ? En fait, tu le sais quand ça ira ou ça ira pas. Tu prends le mec ultra timide, sorti de l'espace, qui bégaye au téléphone. S'il est un peu faible d'esprit, en réalité, tu vas le closer. Tu vends déjà le fait que ça ne marchera jamais pour lui. Ça, c'est de l'éthique auquel moi, je peux pas adhérer. C'est-à-dire que moi, je considère que si t'aides quelqu'un, t'aides vraiment quelqu'un pour lui faire soit transformer sa vie, soit lui résoudre un pain point, donc un point de douleur. Mais j'ai pas d'intérêt, je le mets au même niveau qu'à l'époque quand j'étais vendeur de fenêtres et qu'on me faisait faire des moves un peu particuliers pour signer le vieux, tu vois. La réalité, c'est que je suis vraiment resté très peu de temps dans ça parce qu'en fait, il y avait un côté éthique que j'aimais pas. Où je l'ai retrouvé, par contre, c'est assez particulier. Après, j'étais dans les façades. Et les façades, par contre, c'était le même job de commercial, mais beaucoup plus éthique. Et ça, par contre, ça marchait très bien. Et du coup, pour revenir sur les boîtes de closing, je te dirais les boîtes de closing qui forment très bien, félicitations les gars, parce que c'est pas un métier facile, vraiment. Les boîtes de closing qui closent des mecs, on sait déjà qu'ils sont cuits, j'ai pas envie de m'en occuper, c'est pas dans mon éthique. Ils en font ce qu'ils veulent. Par contre, on va pas se voiler la face et on sait déjà que malheureusement, pour ces gens qui cherchent la liberté financière, c'est déjà un échec. Tu dois avoir la même chose en immobilier. Combien de personnes veulent se former en immobilier pour être rentier au bout de 2 ans ? Ah bah ça, il y en a énormément. Et tu as 2 choix. Soit tu les aides vraiment et tu peux pas sauver tout le monde, mais tu peux peut-être en sauver quelques-uns et tu le fais avec le cœur. Ou soit tu te dis, bon, de toute façon, il est facile à vendre mon accompagnement et tu lui vends 5, 10, 15K, 20K, qu'importe. Tu le pousses, mais tu le mets déjà à l'échec. Je suis pas aligné avec ça. C'est une question de point de vue après. Non, mais c'est tout honorable parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui pensent comme toi. Donc, en fait, je le sais pas, mais j'ai peu besoin. Enfin, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai plus le besoin de fonctionner différemment pour que ça fonctionne. Donc à partir de là, je continue comme ça, quoi. Ok, bon bah c'est cool. Et du coup, une fois que tu as ton équipe de closer, de sales qui est bien établie, c'est quoi toi les points clés le plus importants pour scaler justement cette partie-là ? Alors, l'acceptation, mais l'acceptation au sens global. Accepter que ta culture change.
ta culture de boîte, c'est plus tes 4 potes. C'est welcome to the world. Ça va changer vraiment, vraiment durement à ce niveau-là parce que ta culture va changer. Ça veut pas dire que tu peux pas garder une bonne culture, ça veut dire que tu dois accepter que la culture change. Deuxième, l'acceptation de l'ego. C'est en fait simple. Si ton produit ne se vend pas, ben, c'est que tu n'as pas su le vendre. Parce que tu n'as pas trouvé le marché, parce que tu as mal fait le lead gen, tu n'as pas les bonnes équipes, qu'importe, mais ça marche pas bien. Et troisième, c'est l'acceptation que des fois, il y a des changements structurels qui se font dans une boîte. Je suis déjà arrivé dans une boîte où, en fait, sur 6 commerciaux, j'en sors 3. Et j'en sors 3 très vite. Enfin, en tout cas, je les sors pas moi, c'est pas mon rôle. J'explique aux dirigeants pourquoi il faut les sortir. Ça, c'est dur, mais bienvenue dans le monde réel. T'as pas le choix, en fait, parce que ta boîte, elle va mourir. Et ça va pas. Et en hyper-croissance, c'est accepter. Oui, le commercial qui a tout fait jusqu'à là, il était très fort, hein. Mais par contre, comme il a beaucoup, beaucoup plus de trucs à gérer maintenant, si tu le laisses tout seul, il va mourir. Donc oui, tu vas recruter un mec, tu as l'impression qu'il sert à rien. Mais si, le mec qui fait que des mails pour faire du lead gen, t'en as besoin. Et puis le mec qui fait du customer success management, qui appelle tes clients juste pour savoir s'ils vont bien, ça a l'air nul, hein. Ça rapporte pas de l'argent direct, mais c'est essentiel. Donc je te dirais vraiment, le mot d'ordre, c'est l'acceptation. Accepter que pour ce qu'elle est, on va changer. Qu'on soit en hyper-croissance ou en galère, hein. Mais si tu changes, il faut accepter. C'est le vrai... D'accord. Voilà. Et puis j'imagine que tu as compris un truc que d'autres clients n'ont pas saisi, que toi tu as capté, qui est très pertinent justement sur cette partie du closing. En tout cas, avec le temps, c'est ce que j'ai vu. J'ai pu le voir. J'accompagne là un de mes amis qui fait une app de finance qui est assez incroyable. Et on le voit bien que comme il scale, en fait, là, sa plus grosse difficulté, c'est comment lui, ce qu'il a pu scale lui-même, il arrive à le déléguer correctement à des personnes qui sont capables de l'aider à scale. Parce que tu peux pas scale solo. Enfin, en tout cas, sur des produits, je parle pareil de quand tu as un produit, quand tu as une startup ou une scale-up qui a des structures à envoyer. Je parle pas de vendre des PDF en ligne. C'est pas... Là, tu peux rester tout seul toute ta vie si tu veux. Mais c'est pas la même chose, quoi. Ok, moi, c'est très intéressant. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as vu, parce que j'imagine que tu as dû rencontrer plein de dirigeants dans ton parcours, tu as dû voir un peu comment ils fonctionnent, leur équipe de sales, leur équipe de management, etc. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as identifié un point commun sur tous les dirigeants qui réussissent? Alors, j'ai l'impression je vais me répéter, mais je le pense sérieusement, ils ont tous l'acceptation. Le mindset qui est à rude épreuve, ils l'acceptent, mais ils ont de l'humilité. En fait, ceux que j'ai vu louper, c'est ceux qui n'avaient pas d'humilité sur eux-mêmes. Ils se voilent la face. Je fais une anecdote qui est drôle, c'est comme quand tu regardes Cauchemar en cuisine. T'as 2 types de dirigeants. T'as ceux qui appellent Philippe Etchebest, ça fait rigoler, mais ou Gordon Ramsay, qu'importe. Ils l'appellent, ils acceptent, il y a tout qui change. Ça marche ou ça marche pas, mais il y a tout qui change. Et t'as ceux qui, non, mais moi, je suis ce chef-là, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Et puis tu vois que c'est un échec, et ça ira jamais. Donc en fait, c'est de l'humilité. L'humilité de savoir que ton niveau et ton plafond de verre est atteint, ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut dire que t'as ton plafond de verre là, et puis peut-être tu le remonteras plus tard. Et pour l'instant, tu as besoin pour scaler que quelqu'un t'aide à le monter, en fait. D'accord. Je te dirais que c'est ça, l'humilité et l'acceptation. Ouais, c'est le point commun de la plupart. Ouais, et le mindset rude à toutes épreuves, évidemment. Un entrepreneur qui a peur dès que ça commence à bégayer, c'est compliqué. C'est clair qu'après, tu vas pas loin, c'est clair. Ok, bah écoute, c'est... Et du coup, pour les sales, tu as identifié, j'imagine, des sales qui ont... Enfin, tu vois, souvent les gens, ils ont une idée sur le métier de sales. Et c'est quoi, tu penses, qu'ils n'ont pas compris en fait sur ce métier-là, ou j'ai l'impression qu'ils ont une vision un peu erronée, tu vois, des commerciaux. Ouais, des commerciaux. Déjà, les sales, en fait, le problème, c'est qu'ils pâtissent pour beaucoup d'une image un peu de merguez de l'époque. Ouais, vendeur de rêve. Le vendeur qui essaie de vendre ses fenêtres. On l'a, tu vois, vraiment, je l'ai en tête. Tu vois, il fait du porte-à-porte. Mais en plus, je l'ai fréquenté et je l'ai fait, ce job-là. Bon, il y a longtemps maintenant, mais il y a 13 ans, mais la réalité, elle est là, tu vois. Du coup... Ou du phoning, tu sais. Ou du phoning. Le phoning, tu sais, j'ai été téléprospecteur pour SFR. Avec script et tout. Donc, voilà, mais c'est pas des commerciaux. Enfin, j'étais chargé de clientèle, sales... c'est un peu à côté, mais justement, en fait, où les gens se trompent sur le sales, c'est déjà sur la difficulté du métier. Personne ne se rend compte que d'appeler 100 personnes, tu prends le début, mais appeler, prospecter 100 personnes par jour pour essayer d'avoir 1 ou 2 rendez-vous, c'est chaud. C'est chaud, ça prend du temps, ça demande de la technique, ça demande de la malice.
Donc, c'est chaud. Deuxième point, c'est qu'en fait, souvent les commerciaux, tu as deux types de commerciaux, mais en réalité, les commerciaux qui ont vraiment une commission à côté, ils ont l'obligation de vendre pour très bien vivre. Parce qu'en fait, il y a ceux qui ont juste un salaire pour survivre. Mais après, comment tu fais pour vraiment vivre? Il faut que tu vendes, donc tu as des boulots ventes, donc c'est des stress un peu différents. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est la difficulté du métier. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que sales, ça ne veut rien dire, tellement il y en a de différents. Je t'en parlais au début, il y a ceux qui sont capables d'ouvrir les portes, ceux qui sont capables de les traiter, ceux qui sont capables de les fermer, ceux qui sont capables de les fidéliser. Et en fait, ce truc-là, souvent, on le voit. Ah, lui, il parle bien, il a de la grande gueule, entre guillemets. Oh, lui, c'est un super vendeur. Le nombre de mecs qui avaient les grandes gueules que j'ai vu être complètement nul. Tu sais, un vendeur de marché peut pas vendre à Thales Avionics des millions, tu vois. Et peut-être qu'un mec de Thales Avionics, 50 ans, un peu bien posé ou quoi, tu peux pas le mettre dans la même catégorie qu'un vendeur de marché. Et c'est pas péjoratif ou non, c'est des skills différents. On s'est tous fait avoir une fois à la foire avec le mec qui vend sa viande, son saucisson ou qu'importe, et puis le mec, il te close, tu sais pas comment il a fait. Donc très démonstratif. Ouais. Tu fais la même démo avec un B2B, ça marche pas bien. Donc voilà, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Sales, c'est difficile, mais sales, surtout, c'est beaucoup d'intelligence humaine, sociale, de discipline, mais de différence aussi. Voilà, je te le résumerai par ça, Yass. Ok. Très intéressant, en tout cas. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, c'est un domaine que je connais pas forcément, parce que moi, je viens pas de la vente. Moi, vu qu'anciennement, j'étais ingénieur informatique, donc c'est intéressant d'avoir ta vision sur... Et maintenant, rentier immobilier. Allez, allez, rentier immobilier. Allez, on va rentrer dans le sujet qui va intéresser les gens. Allez, voilà. Mais merci en tout cas déjà pour ton intérêt, Yass, et pour toutes tes questions. Mais on va venir sur avec plaisir. Ce qui... c'est vraiment, en plus, on se connaît un petit peu, donc on passe toujours des bons moments ensemble. C'est clair. Et je vais te poser la première question qui, moi, m'avait fait sourire à l'époque. Parce que je crois que je te l'avais posé en privé quand on s'était fait un petit point d'entrepreneur à l'Atlantis à l'époque. Mais tu sais, moi maintenant, je sais que tu accompagnes aussi les gens dans l'immobilier. Et je me suis rendu compte d'un point, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir devenir rentier très vite, qui suivent tout type de formation. Des formateurs immobiliers, c'est pas contre toi, mais j'en ai vu, je peux même plus les compter. Et j'en ai jamais payé un. Il y en a énormément. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un immobilier réduit, que j'ai pas un immobilier aussi lourd que le tien. Tu vois. Mais ma question, elle est, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent justement d'avoir des formations de très bon niveau. Toi, tu as dû le faire à l'époque. Si tu étais une personne aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais en termes de formation et sur quoi tu ferais attention pour choisir la bonne formation qui va vraiment t'accompagner si tu veux te lancer dans l'immobilier? Après, c'est vrai que sur le marché de l'immobilier, il y a énormément d'acteurs, mais beaucoup. Et ça, c'est fou parce que c'est dur de distinguer vraiment quels sont les très bons, quels sont les bons. Et du coup, je pense qu'il est très important de voir ce que la personne a fait. Tu vois, parce que je vais te dire, moi, je les connais tous. La plupart des formateurs, ils n'ont pas non plus énormément investi, en fait. Ils ont été capés. En fait, tu ne peux pas être très bon en vendeur de formation et très bon en immobilier. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu vois. Et donc, en fait, ces personnes-là, oui, ils ont commencé à faire un peu d'immobilier. Ils ont juste lu les bases et ensuite, ils se sont lancés formateurs. Sauf qu'en fait, il y a un monde entre la théorie et la pratique. Vraiment. Moi, c'est mon histoire. Je l'ai vécu. Je me suis beaucoup formé avant d'investir et même pendant l'investissement. Et je peux t'assurer qu'il y a plein de choses qui m'est arrivé et que j'ai appris vraiment par moi-même et sur le terrain. Et ça, je ne l'ai jamais trouvé dans mes formations. Vraiment jamais. Ouais. Et c'est ce que tu essaies de faire maintenant, en fait, de transmettre et du coup, moi, maintenant, ce que je veux transmettre, c'est mon parcours. Donc, à travers ce que j'ai vécu en investissement, c'est vraiment, voilà, c'est la réalité du terrain. C'est comme ça. Et comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Parce que c'est bien beau de te promettre d'être rentier en un an sans rien faire et après aller sous la plage, sous les cocotiers, rentier, voilà. Mais l'investissement immobilier, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas ça, quoi. Justement, c'est un truc qui me tilte un peu. Je te vois beaucoup bosser. Je te vois beaucoup travailler, au moins 30 minutes par jour. Là, c'est sur la plage, mais ça, c'est pour la blague. Mais en réalité, je te vois encore beaucoup bosser. Alors que moi, justement, je sais, quand tu es rentier, dans la tête des gens, c'est tu n'as plus rien à faire, tu es rentier. Moi, je te vois encore gérer beaucoup d'éléments. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est quoi qui te prend le plus de temps et pourquoi tu n'arrives pas à appuyer sur un bouton et te dire juste, mes loyers me rentrent dans la poche, c'est fini, j'ai plus rien à faire. Rentier à 100%, ça n'existe pas. Clairement, celui qui te dit ça, c'est un mytho.
100% passif, immobilier, ça va pas ensemble, tu vois. Pourquoi? Ça va pas ensemble parce que déjà, c'est de l'immobilier, c'est physique. Ouais. Tu peux pas partir avec ton immobilier. Donc, tu as les lois qui changent, tu as de l'imposition, tu as des tâches administratives à régler, tu as des locataires à gérer, même si c'est géré par une agence ou par un gestionnaire. C'est pas passif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, au final, on peut dire que je suis rentier, mais je suis pas rentier. Pour moi, je suis pas rentier. C'est juste que je suis passé de salarié à gestionnaire de biens immobiliers, tu vois. Même si j'ai des personnes qui travaillent sur mon parc, j'ai une gestionnaire administrative qui gère toute la partie administrative, j'ai un gestionnaire sur place qui gère les entrées-sorties, etc. Mais j'estime que même avec ça, je suis pas 100% passif, tu vois. Parce que j'ai quand même des choses que je dois faire, même si c'est une petite partie, je dois le faire quand même, tu vois. Il y a des gros sinistres à gérer, par exemple. Il y a la partie comptable aussi, très important, pour défiscaliser. Même si j'ai les comptables, j'ai l'assistante, etc. Il y a quand même des choses où je dois prendre des décisions. Donc, en fait, c'est comme un nouveau métier. Sauf qu'en fait, je préfère ça que faire mes trop boulot dodo et travailler toute une journée. Voilà, le métro de Paris. Voilà, le 9-5 classique. Voilà, ça, je peux plus, tu vois. Ça, vraiment, je pourrais plus. Donc c'est juste que voilà, c'est le rythme de vie qui a changé. Donc je travaille quand je veux, alors que je veux, où je veux, avec qui je veux. Donc ça t'apporte une vraie liberté. Par contre, 100% à rien faire. Et de toute façon, Tu pourrais pas, ouais. Je pourrais pas, tu vois. Enfin, je m'embêterais au bout d'un moment. Enfin, donc voilà. Mais du coup, ça me fait poser une question quand même. T'es devenu rentier, toi, enfin, ce que les gens appellent du coup rentier, au bout de combien d'années réellement? Parce que tu as commencé en 2018, si je me souviens. En fait, j'aurais pu le devenir au bout de 1-2 ans, tu vois. Si vraiment je vais vivre de même pas 1000 euros de cash flow, je peux te dire, mais voilà, première coloc, ça y est. Sauf que les gens j'en connais qui ont fait ça, là, à l'heure actuelle, ils ont des soucis financiers. Parce que justement, ils ont très vite quitté leur travail, ils ont voulu vivre de leur loyer, ils n'ont pas pris en compte les impôts, ils n'ont pas pris en compte les charges. Et ils se sont retrouvés dans des difficultés financières, mais énormes, où là, maintenant, ils sont obligés de rembourser, ils ont des difficultés à rembourser leur crédit, tu vois. Et moi, j'ai pris le parti pris de rester dans le salariat, de rester en CDI, même si ça prenait plus de temps, c'est pas grave, et d'investir plus, pour plus me sécuriser financièrement, pour plus investir, et de pas tout cramer, tu vois. Et donc, moi, on va dire que ça s'est fait en 5 ans. Voilà, 5 ans. En 5 ans. Certains vont dire que c'est rapide, d'autres vont dire que c'est lent. Ça dépend de chacun. Moi, j'estime que c'est la bonne durée. Tu peux faire ça en 10 ans, en étant tranquille. Tu peux faire ça beaucoup plus tôt, mais là, du coup, c'est beaucoup plus de travail. Et il faut aller sur des stratégies très, très, très rentables, comme la location courte durée, etc. Et là, du coup, tu te crées un vrai métier, un vrai nouveau métier. Donc, voilà. Et tu as commencé sans capital? Non, j'avais de l'épargne. Okay. J'avais de l'épargne. Moi, il faut savoir que je suis un profil très économe, très épargnant. Ouais. Je vis jamais au-dessus de mes moyens. Voilà, par exemple, je vais voyager, je vais pas prendre l'hôtel 5 étoiles de fou, quoi. Tu vois. Et ça a toujours été mon mindset. Bon, là, maintenant, je me fais un peu plus plaisir. Mais avant, c'était vraiment relax, quoi. Enfin, je peux même prendre un Airbnb avec un ami. Donc, en fait, j'avais un profil économe qui m'a permis d'épargner. Et ça a très vite rassuré la banque. Et les banques, tu vois, quand tu arrives avec un dossier à financer et qui voit tes comptes qui sont bien remplis, avec des comptes d'épargne, avec des prélèvements, avec des virements automatiques qui sont tous les mois, bah, c'est rassurant, tu vois. Moi, j'ai des banquiers, ils m'ont dit, des clients comme vous, on en veut tous les jours. Franchement, ils me dressent le tapis rouge. Parce que tu as du coup, ça c'est un des avantages quand même très français, c'est le leverage bancaire. Pour l'IMO, j'ai fait la même chose, hein, bien évidemment. Toi, tu as pu le décupler forcément parce qu'en fait, il y a une confiance qui s'est installée. Tu as toujours les mêmes banquiers depuis le début? Oui. Parce qu'il y a une confiance. Ouais. J'avais entendu une phrase, peut-être qu'elle est fausse et tu vas la contrer, mais en immobilier, on explique qu'il y a 50% de profil, donc épargnant, et 50% de communication avec le banquier. La réalité, je ne sais pas à quel point elle est juste ou non, mais en effet, c'est... Qu'est-ce que tu en penses de les gens qui aimeraient justement faire leur premier leverage, leur premier bien? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à l'époque, de pouvoir faire sur mes appartements, en fait, des leverages importants sur des... Tu sais, des crédits très bas à l'époque, à 20, à 30, c'était incroyable. Mais ceux qui n'ont pas de capital, ceux qui en ont, ça serait quoi la stratégie que tu leur conseillerais en mode, voilà, pour acheter au moins ton premier bien? Tu ferais quoi? Tu aurais combien de côté? Tu fonctionnerais comment? Moi, c'est simple. Ce que je ferais, c'est que je ferais un maximum pour épargner.
Vraiment. C'est-à-dire que j'ai mon salaire. Tous les mois, je me fais un virement automatique dans un compte d'épargne. J'essaierai de pas trop cramer, de vivre un peu en dessous de mes moyens. Comme ça, une fois que j'arrive auprès de la banque, j'ai déjà une épargne de côté pour investir. Et il faut savoir que de toute façon, même si on met de l'apport dans un projet, cet argent-là, on va le récupérer. Pourquoi on va le récupérer? Parce que si tu achètes un bien rentable, tu as le cash flow derrière. Donc au bout de quelques mois, tu vas récupérer ton apport. Sûr. Il y a d'autres choses qui vont faire que tu vas récupérer ton apport. Tu vois, il y a des systèmes que tu peux mettre en place. Si tu as des travaux, tu peux demander des différés. Tu vois, il y a pas mal de choses qui peuvent mettre en place pour récupérer cet apport. Donc, il faut juste faire un effort au début pour être bon épargnant. Comme ça, tu rassures la banque. Et une fois qu'il y a un climat de confiance qui s'est vraiment installé, mais là, après, tu vas pouvoir enchaîner les opérations. Mais au début, bien sûr, ouais, il faut quand même avoir une bonne situation d'épargne. Stabilisée, un CDI. Et que tu saches épargner. Ça, c'est très important. Je pense que ces 2 points, c'est le plus important. Et ensuite, une fois que le banquier va voir que tu rembourses bien tes mensualités, qu'il t'a prêté, et que ça se passe très bien, il va pouvoir t'enchaîner les opérations. C'est même lui qui va te dire, monsieur, vous n'avez pas un autre projet? On va vous financer, on a encore de la délégation, allez-y. Ils y gagnent. Hein. Oui, ils y gagnent, ils sont gagnants. Évidemment qu'ils y gagnent. C'est ça. Et puis quand tu vas là, pas juste pour prendre, quand tu vas là aussi pour être dans une relation gagnant-gagnant, parce que le banquier, il faut qu'il gagne aussi, tu vois. Il gagne pas que sur le taux, il gagne sur les produits. Donc c'est-à-dire que moi, quand je vais voir un banquier, je lui dis voilà, moi je peux jouer le jeu à 100%, je vous prends des cartes bancaires, j'ouvre des comptes d'épargne, je vous prends des assurances, habitation, assurance emprunteur, je peux même prendre des forfaits téléphone, des vidéosurveillance, je prends tout. Et en fait, du coup, il peut pas refuser, en fait. C'est même lui qui va te dire, des clients comme ça, moi, c'est bingo. Tu vois, parce que faut bien savoir qu'un banquier, la plupart des profils qu'il a, c'est des gens qui veulent tout négocier pour avoir tout à la baisse. Bien sûr. Ils vont négocier le taux, ils vont dire non, je prends pas cette assurance-là, on va réduire les frais. Et en fait, c'est pas intéressant pour eux. Tu vois, alors que quand tu viens dans un climat de confiance, dans une relation gagnant-gagnant, où tu vas te dire que voilà, de façon professionnelle, il faut que le banquier gagne aussi, et que c'est pas je viens juste là pour prendre. En fait, il y a un climat qui se crée pour justement enchaîner les opérations. Et ça, c'est ultra important. Ouais. Ok, donc c'est vraiment dans une routine comme ça. On en avait beaucoup parlé, mais ça me fait toujours sourire. Aujourd'hui, vraiment, du coup, tu passes par la banque, tu vas faire ton premier leverage immobilier, tu achètes ton premier appartement. Tu sais, on entend beaucoup de choses. Prenez un studio étudiant, et puis en fait le premier, faites une coloc, prenez directement un immeuble. On a tout entendu, et j'ai fait des conneries aussi. En réalité, toi, tu conseilles quoi pour quelqu'un qui veut vraiment arriver un jour, je dis bien, à une liberté géographique, financière plus élevée? C'est quoi ton conseil? On commence par quoi? Déjà, je te le dis, un formateur qui va te dire toutes les méthodes sont nulles, faites ma méthode. Déjà, c'est marketing. Déjà, je te le dis. Parce qu'il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chaque profil. Tu vois, tu me dis que, par exemple, tes cadres, tes salariés, tu fais beaucoup d'heures, tu veux pas forcément quitter t'adores ton job, tu veux pas forcément être entier, je vais pas te dire, vas-y, tape-toi de la location courte durée, des colocs, où il y a beaucoup de gestion. Je vais pas te conseiller ça. Non. Je vais peut-être te conseiller de prendre un appartement bien placé, qui va se valoriser dans le temps, dans une ville assez rentable, dans une ville qui va prendre de la valeur, plutôt que d'aller sur des stratégies très agressives, tu vois. Je comprends. Donc ça dépend de chacun. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est parce que je voulais vraiment quitter le salariat et être indépendant financièrement. Donc j'étais sur des stratégies plus rentables. Donc j'ai commencé par la colocation, et ensuite je suis passé sur des immeubles de rapport. Pourquoi ? Parce que d'une, je voulais du cash flow, et de deux, je voulais grossir mon parc immobilier de façon pérenne, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça pour moi. Mais ça dépend de chaque profil, ça dépend de chacun. Et tu vois, je peux faire vraiment en fait une transparence, ça, mais pareil pour les commerciaux. En fait, pour rebondir sur ça, on a les mêmes sujets. Tout le monde veut faire la même chose, mais en fait, ça marche pas pareil parce qu'il y a une question de profil aussi bien différent. Et je rejoins ce point-là. Ça me fait sourire parce que, tu sais, au fil du temps, je me suis bien rendu compte que tout le monde voulait la liberté financière, tout le monde voulait beaucoup d'argent, tout le monde avait l'impression que c'était facile, parce que c'est aussi ce qui est rendu, surtout dans l'immobilier. Tous les formateurs immobiliers que je peux voir, pour beaucoup, ça a l'air facile. Vraiment, ça a l'air. On sait que c'est pas facile. C'est quoi la plus grosse
dinguerie qui t'est arrivée en immobilier, anecdote un peu négative que tu as eue, et c'est quoi la meilleure? Genre la bonne surprise et la mauvaise surprise. Qu'est-ce qui a pu t'arriver et que tu te dis, j'aurais préféré que ça m'arrive pas, ou la bonne en mode, je pensais même pas que c'était possible que ça m'arrive. Bah, franchement, des dingueries, j'en ai eu énormément. Je sais, mais il y en a toujours une qui marque. Vraiment, j'en ai eu énormément. Et on va dire celle qui m'a marqué, c'est... Et là, vraiment, ça m'avait heurté. J'arrivais pas à dormir de la nuit. Parce que je me suis dit, mais comment c'est possible? Vraiment, je me suis dit, comment c'est possible? Moi, il faut savoir que j'investis dans des immeubles de rapport dans le nord de la France, dans des zones très rentables. Parce que du coup, C'est le but, ouais. il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, beaucoup de locataires, grosse démographie. Et en fait, tu tombes sur des profils qui n'ont... Enfin, comment dire, je ne veux pas porter atteinte à qui que ce soit. Voilà. Mais on va dire c'est des profils qui vivent des aides, etc. Et moi, en fait, j'ai voulu être très bienveillant à leur égard. Parce que voilà, moi, je suis tombé par exemple sur un profil d'une fille seule qui galérait un peu, enfin qui cherchait un logement. Et en fait, elle a été très pro. Elle m'a envoyé tous ses documents. Enfin, c'était bien classé. Elle était réactive. Donc je me suis dit bon bah c'est cool, c'est parfait. J'ai bon profil. Allez, bah, je valide son dossier et je la mets dans cet appartement-là en location. Sauf que quelques temps après. Je me rends compte, donc déjà elle m'appelle, elle me dit oui, il y a ça qui va pas dans l'appartement, il y a ça qui va pas. Je lui dis ok, ne vous inquiétez pas, je fais venir un technicien, il va réparer, etc. Vous inquiétez pas. Et là, le technicien m'appelle, il me dit monsieur, j'arrive pas à rentrer dans le logement, j'arrive pas à accéder à tel tuyau, tel truc. Ok, pourquoi? Bah en fait, c'est simple, je vois pas, je peux pas, je sais pas où mettre mon pied en fait par terre. Je vois pas comment. Je dis comment ça? Je lui dis, bah, c'est simple, il y en a partout. Il y a 5 chiens dans l'appartement. La fille, elle vit avec son mec, son beau-frère et 5 chiens. Et il y en a partout. C'est-à-dire qu'ils ont des grosses cases, des cages de chiens. Enfin, il y en a partout. Il n'arrive pas à accéder, ça pue. Et il me dit, c'est simple, je peux pas intervenir. Je fais, ok, bon, bah, tant pis, je suis un peu choqué. Je fais, waouh. J'en fais intervenir un autre. Il me dit la même chose. Il me dit je peux pas. Je fais bon, là il y a vraiment un problème. Donc du coup bah je me rends sur place et là je vois que c'est vraiment un carnage. Et quand je te dis carnage, c'est que pourtant c'est un petit T2, tu vois, mais ils vivent là-dedans comme ça, enfin à plusieurs. Et c'était indétectable. Tu penses que quand tu as validé le dossier, c'était indétectable? Bah non, ça se voit pas. Je comprends. Une fille seule, elle était censée vivre seule. Elle m'envoie tous ses documents. Ouais, c'est propre, quoi. Propre. Comment tu peux voir ça, en fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois. C'est fou. Alors, le seul truc à l'époque, et j'étais pas encore assez avisé, c'est que elle avait une notion d'urgence. Et quand il y a une notion d'urgence, ça sent pas bon. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui est trop dans l'urgence. Tu vois. Ça sent pas bon en général. Donc, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, tu vois. Ok. Ouais. Pourquoi alors? J'ai du mal à comprendre parce que tu peux avoir des urgences aussi, par exemple. Je sais pas, mais en fait, tu t'y es juste mal pris, tu dois changer d'appartement. Tu peux être dans l'urgence de retrouver quelque chose parce que tu pars retourner chez tes parents. Je sais pas, tu vois. Ouais, mais elle dénigrait un peu son propriétaire. Ah, bah, tu sais, c'est comme ceux qui dénigrent en entretien leur ancien patron. Et ça, j'avais pas tilté. Ouais, et puis même moi, je me suis dit, bon, il abuse du propriétaire d'avoir fait ça. Mais en fait, non. Ah, il abuse pas. Ouais. Un locataire qui dénigre son propriétaire ne le prend jamais. Je te le dis. Ça me fait beaucoup penser au recrutement. On recrute jamais quelqu'un qui a un détail, mais il y a des façons de le faire venir. Il y a des façons de critiquer. Et je termine sur une anecdote qui est assez drôle sur ça. C'est pareil, si la personne se plaint tout le temps de pourquoi elle s'est fait sortir tout le temps, par exemple, la personne elle a fait 5 boîtes différentes en 5 ans, commercialement, à chaque fois qu'elle a des bonnes excuses, bah en fait il y a que 2 choix. Tout à l'heure il y avait deux choix pour cimenter ou s'il était nul, et ben là en fait il a 2 choix. Soit pareil il est nul parce que en fait il y a pas de mécanisme qui se fait, ou soit toujours pareil il a une capacité à juste pas avoir de chance, et en fait il se passe un truc, dans tous les cas, que tu sois juste nul ou que tu n'aies pas de chance, je te veux quand même pas avec moi. Et ça, c'est dur à entendre pour certaines personnes. Il peut être très gentil, très bon.
Mais si la personne, elle n'a pas de chance, Ouais. alors la chance, c'est très philosophique. Mais la réalité, c'est que si 5 fois de suite, tu n'as pas eu de chance, Mm. est-ce que je veux vraiment être la 6e avec qui tu n'en auras pas? Bien sûr. Et voilà, mais Ouais, c'est pour ça. c'est super drôle. C'est pareil. Et par contre, pour rester sur un point positif, une anecdote positive que tu as eu, un truc qui t'est Alors, arrivé. avant ça, je vais juste terminer sur cette anecdote-là. Ouais, parce qu'elle n'était pas finie. Elle n'était pas Ah, il y finie. a une dinguerie derrière. Il y a une dinguerie. C'est pardon. que après, du coup, il y a eu, vu que j'ai jamais pu intervenir, il y a eu plein de fuites, donc de l'eau partout. Elle a arrêté de payer parce qu'elle se sentait légitime, parce que personne ne pouvait intervenir. Donc, impayée, elle reste dans l'appartement, menace avec des chiens, etc. Donc, il a fallu que je les vire, donc il a fallu que je sois diplomate, etc. pour trouver des solutions. Il a fallu que j'essaie de trouver un appartement pour les reloger, parce que sinon, ils les avaient pas relogés. Et en plus, elle m'annonce une dinguerie, qu'elle était enceinte, qu'elle va bientôt accoucher. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Combien de temps pour la sortir? Franchement, j'ai eu grave de la chance. Ah, voilà. Au bout de peut-être 2-3 mois. Ah, ça va. Ouais, c'est court. Hein. Ah ouais, franchement, c'est court. Et Ouais. j'ai réussi à trouver. En fait, c'est que ce qui m'a aidé, c'est qu'ils pouvaient plus vivre dans le logement. Et du coup, ils étaient obligés de partir. Ah, c'est fou. Hein. Ouais. Ah, Le ça, logement, c'est il était invivable. Et c'est un peu la peur de beaucoup de Ouais. gens qui sont dans l'immobilier. Ouais. Alors, le locataire qui ne paye pas, il y a toujours des solutions. Hein. Ouais. Ça, je pense que tu expliques bien aux gens mieux que ça, mais il y a toujours des solutions Ouais. pour les impayés. Bien sûr. Mais après, bon, bah, tu n'es pas à l'abri du. Ouais. Tu peux toujours avoir des dingueries. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que le plus important, là, c'est la communication. C'est de parler, de trouver des solutions. C'est vraiment pas être dans l'agressivité, pas être dans le conflit, trouver des solutions. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et au final, ils m'ont quand même rendu les clés. Donc, heureusement. C'est que ça s'est Heureusement. bien fini. Ça s'est bien fini, mais là, c'était dur. Ah, Franchement, mentalement, c'est dur aussi. Hein. Mentalement, gars, c'était. C'est chaud. Hein. J'en dormais pas de la nuit. C'était horrible. Horrible. Et une note positive, genre une anecdote positive, tu te dis, voilà, fou, peut-être un bon deal, peut-être. Et une anecdote positive. Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de sujets qu'il y a eu, mais en fait, si on a choisi ces villas aussi, c'est parce qu'en fait, il y a plein de trucs hyper positifs qui nous arrivent. Ouais. Tu sais, c'est les montagnes russes, mais quand par contre, l'adrénaline, elle est haute. Elle est haute. Par exemple, tu te souviens de ton premier immeuble de rapport signé? Ouais, je m'en souviens très bien. Et tu l'oublieras jamais? J'étais tout fou. Bah oui. Franchement, je te jure, je vais signer chez le notaire. J'ai les clés. J'ai un pack de je sais pas combien de clés. Et je rentre. Et en plus, il était vide. Je vais dans tous les appartes, tout seul. Je fais waouh, je viens d'acheter un immeuble, quoi. Ah, c'est fou. Je suis monté, je me rappelle très bien. Je suis monté tout en haut, à l'étage du haut, et je fais, c'est ouf. En fait, tout ça, c'est à moi. En fait. C'est un truc de fou. Après, je vais dehors, je regarde la façade. Je fais waouh, je viens d'acheter un immeuble, c'est un truc de fou. Il y avait C'est dingue. 5 appartements. Et je me suis dit, waouh, c'est une expérience de dingue parce que du coup, j'aurais jamais imaginé ça avant. Tu vois, quand j'ai commencé l'immobilier, je comptais juste acheter un appart par appart tranquillement, tu vois. Mais jamais je me serais dit, je vais acheter un immeuble en peu de temps, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est comme quoi la vision qu'on a, elle peut changer, mais du tout au tout en peu de temps. Et ça, c'est fou. C'est pour ça que c'est important de passer à l'action rapidement et rêver grand. Et ensuite, faut juste commencer à faire. Faut juste y aller, quoi. C'est l'exécution. Ouais. Et maintenant, du coup, c'est quoi la suite? Alors, la suite, c'est de, justement, vu que j'ai beaucoup investi en France, j'ai profité de l'effet de levier. Maintenant, je vais diversifier donc, sur l'immobilier à l'étranger. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que parce que je suis passionné d'immobilier, j'adore investir. Donc, investir à l'étranger. Et continuer mes placements en bourse sur les actions à dividendes. Et voilà, pouvoir justement être partie prenante sur des private equity, investir sur des projets de start-up qui m'intéressent. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un autre job, hein. Ouais. Mais ça va être chouette. Ouais, parce que pour moi, la clé, c'est vraiment la diversification. Ouais. Je trouve que l'immobilier, c'est l'un des meilleurs moyens de commencer l'investissement, parce que du coup, tu peux commencer en étant salarié et investir à fond grâce au levier bancaire. Et ensuite, tu peux te diversifier avec du vrai capital net sur d'autres actifs, immobilier à l'étranger, de la bourse, de la crypto-monnaie, de l'or, private equity sur des boîtes, sur plein d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est la phase 2. Voilà. Phase 1 validée, et là, je pars en phase 2. Et mon Yas, juste bonne phase 2. C'est tout, voilà. Et puis, de toute façon, on n'est pas bien loin, et puis on aura l'occasion de se recroiser autour de podcasts, de vidéos, même de soirées classiques, et d'en discuter plein de fois. En tout cas, ça m'a fait très plaisir pareil, Yas. de te recevoir sur ma chaîne, Florian. C'est moi. Je te souhaite vraiment une belle réussite, et je pense qu'on en refera d'autres. Avec grand plaisir. Et j'espère que ça a apporté beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent. En tout cas, je pense qu'on a été les plus sincères et les plus naturels possibles, comme on l'est dans la vraie vie. De toute façon, est-ce qu'on sait faire différemment, Yas? Je pense pas. Papa.
Franchement, non, on peut pas. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout. Et on se retrouve à très vite. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Yas.